Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée au portefeuille compte titres ordinaire, c'est l'épisode 51. Alors c'est une vidéo que je fais tous les mois, autour du 15 du mois, donc l'objectif de la vidéo, c'est de faire un point sur le compte titres ordinaire sur lesquels, j'ai investi principalement sur des actions US. Alors il y a eu une correction, ces derniers jours, notamment sur les valeurs, des Magnificent Seven. Alors comme je suis, très investi, sur Tesla a quand même, depuis, quelques semaines baissé fortement. Il y a eu un impact assez fort, sur mon compte titres ordinaire, donc qui a perdu à peu près, 10 000 €. Donc on est passé de 62 000 à 53 573 €. Je reste néanmoins en belle plus-value cumulée de 14 951 €. Alors j'ai appelé, la vidéo, de, cette analyse, pourquoi je continue d'investir dans les valeurs tech. Et donc je vais faire un petit focus par rapport à ces notions justement et par rapport aux craintes, qu'a suscité, notamment les dernières annonces du président Trump par rapport au marché américain. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, il y a une sorte de mini panique, qui s'est mis en place notamment sur les indices US. On va retrouver beaucoup, d'analystes, hein, qui vont dire: «Oui, c'est normal, les marchés étaient, surévalués». Il y a beaucoup d'incertitudes, notamment par rapport aux droits de douane, qui sont mis, puis enlevés, puis remis. Il y a également, des doutes qui se sont installés sur, les valeurs technologiques. Alors par rapport à leur capacité justement à, augmenter leurs bénéfices dans le temps, des petits doutes sur l'adoption de l'intelligence artificielle. Donc on va refaire un petit focus, par rapport à ces notions-là. Alors, si on regarde par exemple l'indice Nasdaq, qui est quand même l'indice directeur par rapport aux valeurs technologiques, on voit qu'on est actuellement à plus de 1,10 écart type. Si on regarde, historiquement, donc sur les 30 dernières années, il y a eu, des corrections à chaque fois, qu'on est allé au-delà, des +1 sigma. Alors il y a eu la bulle ici, internet, on est allé, 3 au-delà des 3, +3 sigma. Et puis un peu plus récemment ici, en 2022, on était entre 1 et 2 sigma et puis derrière, il y a eu une correction. On est allé rechercher la valeur théorique. Donc là, actuellement, même s'il y a un début de correction, on peut tout à fait aller chercher, des niveaux beaucoup plus bas. Dans ce cas, on pourrait avoir, un retracement, de l'ordre de, 40 hein, puisque 40 ici, c'est la distance, au retracement du modèle, c'est-à-dire la distance en pourcentage entre la valeur actuelle et la valeur théorique. Alors la valeur actuelle est à, 17 754, la valeur théorique à 12 289. Donc il peut y avoir de la place effectivement pour, une correction. Alors maintenant, pourquoi je sors pas du marché et je reste investi sur les valeurs, tech? Mon objectif sur le compte titre ordinaire, il est comme sur le PEA, c'est d'investir dans des sociétés sur le long terme. Donc je vais pas faire du swing trading, c'est-à-dire, de l'achat, de la revente, sur les actions. Alors c'est peut-être une mauvaise, stratégie. J'ai opéré néanmoins des allègements, notamment sur Tesla lorsqu'on était sur les plus hauts autour des, 450 dollars, pardon. Par contre, sur mes autres lignes, je continue en fait à les garder, en portefeuille. Elles ont monté de manière très, très importante, mais elles ne sont pas assez, significatives pour moi, pour opérer des allègements, en tout cas à l'heure actuelle. Alors, j'ai utilisé ChatGPT en fait, pour poser les questions notamment, par rapport à l'hébergement, dans le cloud et notamment dans le monde des entreprises, qui est dans le monde dans lequel, j'ai ma profession. Alors, les grandes entreprises continuent de migrer leur système d'information vers le cloud avec des tendances récentes illustrant cette transition. Il y a une grosse migration en fait, hein, de ce qu'on appelle le on-prem, c'est-à-dire qu'avant les entreprises, je parle globalement des entreprises, mais je fais plutôt un focus sur les grosses entreprises, grosses et moyennes, c'est-à-dire en gros, toutes les entreprises, qui sont potentiellement cotées, sur les marchés, français, que ce soit, le CAC 40, le SBF 120 ou même, les autres marchés, Euronext et cetera. Il y a une tendance très lourde depuis quelques années, c'est la migration de leur système d'information dans le cloud. Alors, ça leur coûte relativement cher à migrer. Toutes les données partent dans le cloud et sont hébergées principalement, chez 4, enfin 3 plus un hébergeur.
les 3 hébergeurs américains, Amazon avec le service Amazon Web Services, Google, donc Alphabet avec Google Cloud, Google Cloud Platform, GCP, et Microsoft avec sa plateforme cloud qui s'appelle Azure. Et puis pour les Chinois, ou on va dire la partie Asie, on a, Alibaba en fait qui fournit le même type de service que Amazon, Google ou Microsoft, qui s'appelle Alibaba Cloud. Donc en 2022, près de 70 des organisations ont accéléré leur migration vers le cloud. Et bon, ça coûte relativement cher en termes de projet. Donc une fois que les données sont dans le cloud, on est parti quand même sur des périodes relativement longues. Et en 2023, 52 des entreprises ont migré la majorité de leurs environnements informatiques vers le cloud, incluant l'infrastructure, les applications et l'analyse de données. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cloud, il y a 2 types de cloud. Il y a ce qu'on appelle le cloud public. C'est, alors ce public, ça ne veut pas dire que les données sont ouvertes au public, mais en tout cas, ce sont, les mêmes infrastructures qui peuvent héberger plusieurs clients. Alors bien sûr, il y a toujours la gestion de la sécurité, mais ce sont au travers de services partagés. Et puis on a ce qu'on appelle les, clouds, privés, où là, ce sont des infrastructures hébergées, alors soit par ces, grosses plateformes, soit par des plateformes un peu plus privées, on va dire, et qui vont héberger toute l'infrastructure et les applications, de leurs clients. Donc toute cette grosse migration, effectivement, va, pour le bénéfice, des hébergeurs. Alors les hébergeurs que je viens de citer, puis les hébergeurs privés, sachant que, généralement l'hébergement en mode privé, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le passage, dans un, cloud public. Alors pour, énormément de raisons, pour des raisons, principalement, de coûts, pour les entreprises. Le fait de passer sur du cloud, par rapport à du on-prem ou du cloud, privé, l'hébergement privé, c'est notamment un transfert, des, CAPEX, c'est-à-dire, des capitaux, des dépenses en termes de capital. Si vous hébergez vos infrastructures, il faut des bâtiments, il faut, acheter, des serveurs, il faut gérer en fait toute cette infrastructure. Alors que si vous allez dans le cloud, c'est l'hébergeur qui va gérer toute cette infrastructure et vous lui payez uniquement une utilisation de cette infrastructure. Donc on passe du CAPEX vers de l'OPEX. Donc ça, c'est, particulièrement intéressant pour les entreprises. Une fois qu'on est passé, dans le cloud, c'est très, très difficile de faire marche arrière pour différentes raisons, puisqu'on perd quelque part à l'intérieur de l'entreprise, toutes les compétences et les connaissances de la gestion d'infrastructure. Tous les ingénieurs, qui étaient, donc qui géraient l'infrastructure, on les a plus, donc faut reconstituer les équipes. Et puis tout ce qui est également, gestion de la sécurité d'accès aux données, enfin et cetera. Tout ça, c'est des choses, que les hébergeurs aujourd'hui savent très bien faire et à moindre coût. Le deuxième aspect aussi sont les éditeurs de logiciels qui sont quasiment aujourd'hui tous dans le cloud, sauf ceux qui sont restés on-prem pour des raisons, évidentes, de gestion de la donnée, hein. Je pense par exemple au secteur bancaire, également au secteur, public, et tout ce qui est par exemple gestion des données de santé, qui sont encore, dans leur majorité, encore dans des infrastructures, alors, internes, ou des infrastructures hébergées, mais dans une notion plutôt de cloud privé. Alors le deuxième point, c'est, la croissance du marché des services, cloud du public. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché mondial des services, de cloud public devrait atteindre environ, 597 milliards de dollars, donc en 2023. Alors ça s'est passé avec une croissance de 21 par rapport aux années, précédentes. Donc ça, ce sont les dernières données, que j'ai. On est sur un marché qui est vraiment encore en croissance pour de nombreuses années. Donc des sociétés comme, Google, Amazon et Azure vont continuer à croître de manière très, très forte sur ces segments de marché. Et le troisième point, c'est la préférence pour des stratégies multi-cloud et hybrides. Donc plus de 80 des entreprises ont adopté une stratégie multi-cloud et environ 78 répartissent leur charge de travail sur au moins trois clouds publics. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais quand vous, dispatchez, votre système d'information, vous pouvez le faire sur différents hébergeurs, et puis derrière, il y a des systèmes, donc de, connexion sécurisés qui permettent de partager, en fait, les échanges d'informations entre ces serveurs, qu'ils soient, hébergés sur, Google, Amazon, ou autres. Il y a des possibilités d'échange, d'informations, de process, et c'est tout à fait transparent pour, l'utilisateur. Donc le dernier point aussi, c'est, donc une tendance très lourde, et ce qu'il faut savoir, c'est que uniquement 10 des grandes organisations, ont, démarré leur migration des applications vers le, cloud. Donc, il y a encore 90 des applications, qui vont migrer dans les prochaines années. Donc le marché, il est énorme. Alors donc, ça va bénéficier à qui? Ça va bénéficier donc
aux hébergeurs, les infrastructures, hein, ceux que je viens de citer, aux éditeurs de logiciels, il ne faut pas les oublier et puis, également aux prestataires de services, hein, soit les grands cabinets ou les petites sociétés de services informatiques, les ESN, bah, qui accompagnent en fait toutes les sociétés, dans leur migration vers le cloud. Donc des sociétés comme Capgemini, si on a, une baisse très forte, des cours, ça peut être intéressant sur un horizon, 5-10 ans, de rentrer à moindre coût, sur ce type d'entreprise. Alors le deuxième point aussi, c'est les valeurs de l'IA. Alors j'ai demandé à ChatGPT de générer un graphique qui me donnerait le potentiel, de chiffre d'affaires dans les prochaines années sur la partie IA. Donc on en est ici qu'au début, hein, on est ici en 2025, on est de l'ordre de, 30 000 de chiffre d'affaires et puis dans 10 ans, en fait, on va multiplier quasiment par 10, toute la partie, IA en termes de génération, de chiffre d'affaires. Donc même s'il y a eu un côté hype, qui s'est, déroulé ces derniers trimestres sur la partie IA, notamment avec, Nvidia, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une tendance, lourde qui se met en œuvre. Alors il y a toujours une 1re vague en fait qui est ce qu'on appelle les early adopters, puis ensuite la vague elle tend à, comment dire? À redescendre. Donc, où les gens se disent: «Ah bon, ben, on est allé un petit peu trop vite sur l'IA finalement, ça tient pas ses promesses». Mais en fait si, il y a une vague de fond et la vague de fond en fait elle s'appelle les agents IA. On commence à en entendre parler, c'est, les capacités à mettre en place, en fait, des automatisations de processus, bah, qui vont augmenter, en fait, la productivité, des entreprises. Un très bon exemple qui a été donné cette semaine, en fait, sur, BFM Business, donc pas BFM la télé, mais BFM la chaîne, consacrée, en fait, à l'économie, où, on a, des exemples notamment, capacités au travers des agents, de mettre en relation à la fois, des réservations d'hôtels, d'avions, du paiement, donc tout ça plus ou moins automatisé pour des coûts moindres. Donc ça peut intéresser par exemple des entreprises, qui vont automatiser, tout ce qui est, processus de réservation lors des voyages en fait, de, leurs collaborateurs. Si vous travaillez dans une grande entreprise et que vous déplacez, énormément, le processus de gestion, des voyages, il est pas très automatisé. Vous devez faire une demande de voyage, alors il y a peut-être un service qui va gérer les réservations et puis derrière vous tapez les, notes de frais. En fonction, du volume des notes de frais, vous pouvez y passer quand même, quelques, dizaines de minutes, voire quelques heures par mois, rien que sur un processus de demande de remboursement de frais. Donc le fait de tout automatiser, eh bien, en fait, ça peut, donc libérer, les personnes pour d'autres activités, qui sont beaucoup plus, productives. Alors j'ai mis à droite la liste des entreprises dans lesquelles j'ai investi, et qui utilisent, l'IA de manière, intensive ou, qui sera, l'un des éléments clés de leur développement dans le futur. Donc on va retrouver les plateformes, hein, bien sûr, Azure, Google. On va retrouver, plutôt des composants type, Broadcom. On va retrouver des solutions, notamment au travers des réseaux sociaux avec Grok. Alors même si c'est pas tout à fait, Tesla, mais en tout cas c'est, l'univers, d'Elon Musk. Hem Meta AI pour la partie Facebook et cetera. On va retrouver Apple Intelligence, même si Apple est un petit peu en retard sur la partie intelligence et puis dans les éditeurs de logiciels, on aura Giga Cloud, qui est un éditeur de logiciels plutôt, dans ce qu'on appelle le warehouse management, tout ce qui est plateforme en fait, de gestion, de la supply chain et puis Fortinet qui est plutôt dans le domaine de la sécurité. Alors maintenant, si on revient un peu plus, sur le compte titre ordinaire, donc mon objectif sur le compte titre ordinaire, c'est un revenu complémentaire. Alors je le fais grossir, à raison de autour de 350 € par mois de contribution mensuelle. Un objectif de croissance de 8, ce qui me donnerait à horizon, d'une dizaine d'années, donc un montant autour des 170 000 €, ce qui pourrait me donner, si j'en extrais 4 avec une flat tax de 30 un revenu mensuel de 401 € par mois. Alors où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Je suis à 53 573 €. Je suis tout à fait en ligne avec mes objectifs. L'évolution du compte titre ordinaire par rapport, à la période précédente, donc la partie Tesla a dégonflé, non pas que j'ai, allégé mes Tesla, mais c'est tout simplement le cours de Tesla qui a reflué de manière très importante. Il représente néanmoins ma première ligne avec 21. Ensuite vient, Google, Alphabet avec 11, Apple 9, un ETF SP500 8,5, Visa 7, Meta Platforms 5,8
Ulta Beauty 5,5 et les autres, actions, 31,6. Je suis très investi dans les technologies, ce qui représente 55 de mon compte titre ordinaire. Donc, les éléments que je vous ai partagés dans le début de la vidéo correspondent à cette stratégie d'investir dans les technologies, notamment US. Ensuite, la partie ETF avec 13, la partie finance 15, les services 7, le retail 4, la santé 3 et très peu de cash qui correspond à 1,7 du portefeuille. J'investis quasiment toutes mes liquidités au fur et à mesure sur le compte titre ordinaire. Alors l'évolution du compte titre ordinaire, c'est par rapport, donc à une vision un peu plus, globale. Vous avez en rouge, la surface rouge, c'est la moyenne glissante sur les périodes précédentes. En bleu, c'est la valeur du portefeuille, donc il y avait une très belle accélération, sur le courant d'année 2024. On est en phase de correction, il y a quand même un gap qui est important entre la moyenne glissante, on va dire, et puis la valeur actuelle de mon compte titre ordinaire. Donc pas de panique, même s'il peut y avoir encore une consolidation dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, je reste néanmoins complètement investi dans mon compte titre ordinaire. Alors quels ont été les achats-ventes de la période, c'est-à-dire du 15 janvier au 15 février? Donc j'ai renforcé la société Giga Cloud en achetant 30 actions à 18,76 et j'ai également, renforcé ma ligne sur New Holdings, donc qui fournit des services de banque en ligne, notamment, dans les pays d'Amérique latine, mais il y a un fort développement, qui va se faire, dans les prochaines années, sur le plan mondial avec, New Bank. Donc j'ai acheté 40 actions, à 11,61 $. Alors, ce qui donne au niveau de mon portefeuille, hein, donc je, partage de manière transparente, mon portefeuille. Donc la première ligne, c'est Tesla, je suis encore en plus-value de 38. Ensuite, Alphabet avec une plus-value de 25. Puis Apple en plus-value de 15. Puis vient Visa en plus-value de 8. Ensuite, c'est Meta en plus-value de 285. Ensuite, j'ai 2 lignes, Utah et Nike, qui sont en moins-value à peu près de 10. Ensuite, va venir Broadcom, donc qui a très bien performé. Je suis, quasiment en plus-value de 400. Ensuite, j'ai Aflac et AbbVie, 82 pour Aflac, 125 sur, AbbVie. Ensuite, Masterclass et Fortinet en plus-value de 15 et 65. Ensuite, IMS et Eure, donc en plus-value de 1,34. Alors c'est une société, qui a, connu une montée très forte ces dernières semaines. J'ai profité de cette montée en ayant simultanément investi aussi dans des, dans des, calls avec des effets de levier, donc j'ai gagné pas mal en fait sur IMS et Eure. Et puis, donc vient Giga Cloud qui est, en forte moins-value de, moins 27. Microsoft, plus-value de 44 et New Holding en moins-value de 4,7. Vous avez en dessous ici les 2 ETF que j'ai dans ma sélection. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.